Quoi? Je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, je vais parler des nouveaux mutants. Alors là, je montre la BD, mais je vais bien parler du film, le film qui est sorti récemment. Alors il s'agit de la BD qui a inspiré ce film Marvel, qui est sorti récemment. Et alors, oui, je vais pas parler principalement je vais surtout parler du film, d'une théorie personnelle en ce qui concerne le film. Et voilà, et donc, mais voilà, je montre quand même cette BD, voilà. Alors, oui, c'est pas la seule BD des Nouveaux Mutants. Et déjà, il faut comprendre que voilà, il y a écrit l'intégrale, mais il n'y a pas l'intégrale de tout ce qui a été fait avec ces personnages. Et parce que souvent, quand je vais dans une librairie de bande dessinée et que je vois des néophytes qui rentrent et qui voient une BD Marvel comme là, The New Mutant, l'intégrale, ben les gens ils se disent ah ouais, il y a l'intégrale. Ils croient que s'ils achètent ce livre, ils ont tout ce qui a été fait avec les nouveaux mutants. Alors qu'en fait, c'est impossible, parce qu'il faut comprendre que les BD Marvel sortent à un rythme mensuel, et du coup, c'est des épisodes qui sortent tous les mois, sous généralement 22 pages. Il y a des épisodes spéciaux qui ont parfois 44 pages. Et on a généralement des séries qui ont commencé en 1962 et qui continuent jusqu'à nos jours sans avoir eu aucune interruption. Alors un volume intégral, un volume intégral avec vraiment l'intégralité, mais il serait d'une largeur, on pourrait pas le tenir dans les mains. Et du coup, en fait, voilà. Voilà, donc aux États-Unis, ça sort sous forme donc de fascicules, de comics, comic book, et donc généralement de 22 pages qui sortent tous les mois. Et en France, on a l'éditeur Panini Comics, voilà, c'est écrit là, qui a les droits de Marvel en France et qui édite une collection que j'aime bien, qui est la collection L'Intégrale. Et dans la collection L'Intégrale, en fait, il regroupe l'intégrale des épisodes d'une série donnée, là les New Mutants, pendant sur une année. Donc généralement, voilà. Bon là c'est The New Mutant, l'intégrale 1982-1983. Donc c'est l'intégrale de ces 2 années. Et le volume suivant, ça sera 1984. Généralement, c'est toujours le volume d'après, c'est 1985 et ça devrait être ainsi de suite. Généralement, c'est toujours voilà année par année. Et là, ils ont mis 1982-1983 parce que c'est là que la série a commencé. Il y a des séries qui ont commencé en 1962, mais les New Mutants ont commencé en 1982 à cheval sur l'année 1983. Voilà. Alors oui, donc c'est l'intégrale de cette période-là. Et du coup, là, on voit les couvertures des numéros qui sont à l'intérieur. Alors là, j'en vois beaucoup dans les médias qu'on parle de Bill Sienkiewicz, c'est l'auteur culte qui a travaillé sur les New Mutants, mais là dans la BD que je montre, il n'y a pas encore la participation de Bill Sienkiewicz. Bon, c'est Chris Claremont, le scénariste qui a lancé les New Mutants. Je pense qu'il travaille encore sur le volume suivant, celui sur l'année 1984. En tout cas, celui sur l'année 1984, on a déjà le début de la participation du dessinateur Bill Sienkiewicz à la série. Et c'est lui qui a vraiment marqué les New Mutants. Et du coup, on en parle beaucoup. D'ailleurs, Bill Sienkiewicz a dessiné une affiche alternative du film qui est sorti là récemment. Et oui, et donc ceux qui ont envie de découvrir peuvent simplement acheter le volume 1984. Voilà. Bon, moi, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'achète tellement de BD, ben, le budget, à un moment, il a des limites, il n'arrive pas à suivre, mais je l'achèterai. Hein. J'ai tendance à les acheter d'occasion. D'ailleurs, celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Hein. Voilà, on a l'étiquette de Momox, un vendeur d'occasion. Voilà, ça me permet de compléter mes collections sans trop en dépensant moins d'argent, puisque j'en dépense tellement avec tout ce que je collectionne. Et des fois, tu peux plus. Hein. Le budget ne peut plus. Hein. Voilà. Et voilà, donc j'aurais bien montré celui de Bill Sienkiewicz. On en parle tellement. Voilà, il a dessiné, voilà, comme je dis, une affiche, même plusieurs illustrations rapport au film, justement.
Et voilà, mais bon, je l'ai pas. Et ouais, mais sinon, voilà, là c'est le numéro qui a lancé quand même, hein, toujours donc le scénariste Chris Claremont qui sera toujours aux manettes dans le suivant, voilà. Voilà, donc ceux qui veulent découvrir les épisodes de Bill Sienkiewicz peuvent acheter le The New Mutant, l'intégrale 1984. Voilà, voilà. Et oui, j'aurais bien montré des incrustations, bon déjà en rapport avec le film, mais aussi de Bill Sienkiewicz pour montrer son travail. Mais faut savoir que je fais mes vidéos avec mon téléphone portable. Déjà, j'ai eu la mésaventure de me faire voler mon téléphone portable, ce qui m'a mis dans la panade pour continuer mon activité. Puis après, j'ai mon ordinateur qui est tombé en panne. Alors maintenant, j'ai un nouveau téléphone portable, mais mon ordinateur toujours en panne. J'avais un bon logiciel de montage vidéo dans mon ordinateur, et il faut savoir que même si je peux faire des montages vidéo avec le téléphone portable, on est plus limité avec le téléphone portable qu'avec un PC. Du coup, mon but c'est de faire les montages vidéo élémentaires sur le téléphone portable pour aller plus vite. Mais si je veux faire des trucs un peu plus appliqués, les faire avec le PC, ben là je peux plus. Voilà, notamment si je voulais mettre des incrustations comme ça fait bien, ou montrer des dessins de Bill Sienkiewicz, montrer des photos du film, voilà tout ça, ben là je peux plus. Ouais, je peux plus faire ça pour l'immédiat en tout cas. Hein, voilà, voilà, je veux pas trop faire de dépenses pour les médias, du coup, là je vais faire le montage avec le téléphone portable, du coup. Voilà, tiens, je vous montre un peu quand même la BD. Donc, ouais, c'est une BD avec une liseuse. Bon, les gens maintenant ils disent tous jaquette, mais le vrai terme c'est liseuse. Hein. En français, ça s'appelle une liseuse. C'est la déformation avec les DVD, Blu-ray et avant cassette vidéo qui a poussé les gens à dire jaquette, alors que le vrai terme c'est liseuse. Voilà, voilà. Donc voilà, et je montre un peu l'intérieur. Ouais, bah tiens, il y a un truc, ouais, je l'ai acheté d'occasion, il y a un truc d'anti, je sais pas quoi, un truc d'antivol qui reste, que je viens de découvrir. Voilà, bon, j'ai donné un petit aperçu de la BD. Oui, c'est vrai je voulais aussi souligner un truc, c'est qu'on a souvent dit qu'il n'y a que les épisodes de Bill Sienkiewicz qui valent le détour. Bon, ouais, c'est pas mon avis. Déjà, je suis sûr que, même si j'ai pas encore lu celui-là, je l'ai depuis pas longtemps, mais Chris Claremont, ce qu'il faisait, est un très grand scénariste, même si c'est pas Bill Sienkiewicz qui dessine. Et, bon, et surtout ce qu'il faisait à cette époque, c'était vraiment le summum. Hein. Donc ça vaut au moins le détour pour le scénario. Et moi, ce que je vois du dessin, je le trouve très très bien. Hein. Ah oui. Oui, donc c'est Bob McLeod et Sal Buscema et aussi Paul Smith, que je connais pas, qui font les dessins. Donc ouais, Bob McLeod et Sal Buscema, j'ai déjà lu beaucoup de choses de eux et voilà, je trouve que c'est du très bon calibre. Hein. Voilà. Et sinon, bon, souvent on dit déjà qu'il n'y a que ceux de Bill Sienkiewicz qui valent le détour. Bon, du coup, pour moi, je suis sûr que celui-là, il vaut le détour. Et puis c'est le départ de la série. Et j'entends souvent dire que les nouveaux épisodes qui sont sortis il y a quelques années, j'entends souvent dire que ça serait de la merde. Bon, je les ai pas tous lus, mais moi j'ai lu des épisodes relativement récents. Par exemple, ceux-là. Et là, on a une petite couverture un peu bizarre. C'est que j'avais acheté les fascicules, l'édition Comic Book, et comme j'aime bien les albums, comme là, à cette époque-là, je m'étais amusé à dessiner des couvertures et à relier les comics. Voilà, là on peut voir les fascicules, voilà. Ouais, que j'ai relié. Bon, je regrette un peu maintenant d'avoir fait ça. Disons, si c'était à refaire, je garderai mes comic books dans mes étagères. Mais bon, je vais pas défaire ça. Et puis bon, après, en toute modestie, certains pourraient considérer que c'est un petit cachet, hein, puisque voilà, je suis un artiste. Voilà.
certains me connaissent en tant qu'artiste, auteur de BD, Chris Léo, et toutes sortes, je fais différentes formes de création artistique. Et en plus de là, dans mon petit côté chroniqueur, en partageant mon avis sur les New Mutants et sur ce que je m'attends pour le film. Voilà, mais c'est vrai que donc voilà, je fais quand même une carrière d'artiste, une carrière d'auteur de bande dessinée principalement. Et du coup, c'est vrai que ceux qui me suivent pourraient avoir envie de posséder des comics que j'ai reliés moi-même. Et du coup, ça peut prendre un petit cachet, hein, et surtout peut-être à l'avenir. Hein. Voilà, du coup, j'ai voulu refaire la même chose. Donc, on peut voir là, The New Mutant, l'intégrale 1982-1983. Et là, j'ai fait The New Mutant, l'intégrale 2003-2004. Voilà, voilà. Et j'ai mis mon petit label KL Productions avec le logo. Et il se trouve qu'en plus j'ai créé ma maison d'édition par la suite, et j'ai récupéré ce logo que je m'amusais à mettre, KL Productions, mais je l'ai appelé pas voilà, KL pour Chris Léo, mais finalement je l'ai appelé Kaizo Kulogos. Bon, c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, ces épisodes-là, voilà, par exemple, qui datent de 2003-2004, m'ont apporté beaucoup de plaisir. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Après, la série n'a pas marché, elle s'est arrêtée, puis ils l'ont relancée avec de nouveaux auteurs. Là, j'ai trouvé que quand ça a été relancé, j'ai trouvé que c'était moins passionnant. Mais j'ai quand même aimé, et il y a eu plusieurs relances que j'ai trouvé moins passionnantes. Mais celle-là, franchement, cette version-là, cette période-là, 2003-2004, pour moi, elle est passionnante. Voilà, donc mon but, ceci dit, c'est surtout de parler du film The New Mutant. Alors, The New Mutant est un film qui est diffusé par Walt Disney, mais qui n'a pas été commandé par Walt Disney. Alors, il faut savoir que c'était la 20th Century Fox qui possédait les X-Men. Et alors que de notre côté, Marvel Studios possédait d'autres personnages et et avait commencé à faire des films avec les personnages qu'il possédait. Puis après, Marvel a été racheté par Walt Disney, mais les films Marvel Studios avaient commencé avant que Walt Disney rachète Marvel. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Oui, la petite histoire, c'est que Marvel a été à un moment en déficit. Et comme Marvel a été en déficit, ils ont vendu certains personnages à différents studios de cinéma pour se rapporter des sous et renflouer leur caisse. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est les studios concurrents qui ont eu les droits. Du coup, on avait par exemple la Fox qui possédait les X-Men et les 4 Fantastiques, je sais plus, ouais, Sony qui possédait Spider-Man par exemple, et voilà, et d'autres, voilà, je sais plus les détails, on s'en fout un peu, mais du coup, quand Marvel a pu commencer à faire eux-mêmes des films, du coup, ils ne pouvaient pas utiliser les personnages qu'ils avaient vendus. Et ils ont commencé à avoir le plan pour faire la chronologie qui aboutit aux Avengers. Et ils ont lancé avec le premier Iron Man. Et puis, avant que ça continue, Marvel a été racheté par Walt Disney. Mais Marvel Studios avait été créé avant et le projet avait été lancé avant. Hein. Du coup, que ce soit Walt Disney qui possède Marvel ou un autre, voilà. C'est vrai qu'on crache souvent sur Walt Disney et j'ai pas trop envie qu'on crache comme ça systématiquement sur Walt Disney. Le systématisme, c'est pas un truc que je valide. Voilà, et puis en plus, voilà, le projet existait avant, et il a continué, et en plus, avant que Walt Disney rachète, c'était Kevin Feige qui était déjà à la tête de Marvel Studios, et c'est toujours Kevin Feige qui est à la tête de Marvel Studios. Il avait déjà son plan, et son plan continue. Hein. Et puis si Walt Disney possède plusieurs studios, c'est pour qu'en même temps que les différents studios gardent leurs caractéristiques, sinon ça sert à rien. Sinon il n'y aurait que le studio Walt Disney Pictures.
Si, voilà, donc il y a Walt Disney Company qui possède Walt Disney Pictures pour faire du Walt Disney et qui possède Marvel Studios pour faire du Marvel, voilà, voilà notamment. Et voilà, donc en tout cas, les X-Men appartenaient à la 20th Century Fox et on a eu toute une saga X-Men qui était assez intéressante, mais c'est après il y a eu, ouais, il y a eu des hauts et des bas, voilà. Et et du coup, comme après Walt Disney a racheté la 20th Century Fox, ça allait forcément mettre un terme à cette saga X-Men. Et je trouve que, pour moi, je sais pas que j'ai envie que Walt Disney possède tout, mais ce que j'ai envie, c'est que la même entité possède tout Marvel. Pour que les personnages Marvel, parce que dans les BD, les personnages Marvel peuvent passer d'une série à l'autre et se rencontrer, vivre des aventures communes. Et tant que Marvel Studios n'a pas récupéré les droits sur tous ces personnages, c'est pas possible. Alors comme Marvel Studios appartient à Walt Disney, ben, le fait que la 20th Century Fox a été rachetée par Walt Disney, ben, ça a permis à Marvel Studios de récupérer pas mal de personnages qui lui manquaient, donc les X-Men et aussi les 4 Fantastiques. Et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est que Marvel Studios va pouvoir se développer davantage. La continuité du Marvel Cinematic Universe va pouvoir se développer davantage. Et voilà, ouais, après, si c'était Sony qui possédait Marvel Studios, bah, ça ne me gênerait pas. Ce que je veux, c'est que Marvel Studios ait les droits sur tout ce qui est Marvel. Voilà, voilà, là c'est Walt Disney qui possède Marvel Studios, mais je veux quand même que Marvel Studios ait les droits sur tout ce qui est Marvel. Et du coup, j'ai pris comme une bonne nouvelle le fait que la 20th Century Fox ait été achetée par Walt Disney. Voilà. Et du coup, voilà, on savait que ils ne pouvaient pas récupérer les X-Men sans rebooter. Moi personnellement, je ne suis pas un accro au rebootage, je préfère qu'on évite les reboots, je préfère que les sagas continuent, même en faisant des suites dans lesquelles on peut rentrer sans avoir vu ce qu'il y a eu avant. Mais là, il faut reconnaître que dans certains cas particuliers, on n'a pas le choix. Et là, justement, les films X-Men ont été faits seuls de leur côté par la Fox. C'est pas possible de manière cohérente à faire coexister avec la chronologie du Marvel Cinematic Universe, toute cette saga qui a été faite sans, voilà, sans rebooter en fait. Il faut mieux repartir à zéro. Mais ceci dit, je crache pas sur les films qui ont été faits par la Fox. Je les possède tous en Blu-ray, sauf The New Mutant, que je ne possède pas encore, il n'est pas encore sorti. J'espère qu'il sortira, hein, parce que maintenant, avec les plateformes de streaming, des fois j'ai peur que ça soit que sur une plateforme de streaming. Et moi, j'aime bien acheter mes Blu-ray. Et voilà, du coup, aussi ce qui est pas mal, c'est qu'on aura une saga complète, hein, avec ce qui a été fait par la Fox, puisqu'il n'y aura plus de suite. Et oui, Logan a fait une bonne conclusion d'ailleurs, hein, le Logan qui est sorti, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, ouais, j'aurais pu le montrer, mais là je ne l'ai pas à portée de main. Oui, par contre, donc ce film-là, The New Mutant, est donc le dernier film produit par la Fox. Il a eu beaucoup de retard déjà à l'époque où la Fox n'était pas encore sous la propriété de Walt Disney. Il a été plusieurs fois reporté. Puis finalement, quand Walt Disney l'a acheté, on se demandait s'il allait acheter. Quand Walt Disney a acheté la 20th Century Fox, on se demandait s'ils allaient quand même sortir ce film, puisqu'il serait plus ou moins dans la chronologie de ce qui a été fait avant. Et puis finalement, il a été annoncé qu'il allait sortir. Et puis il y a eu la pandémie récente, du coup, ça a été encore reporté. Et là, ça y est, voilà, il est sorti là récemment. Voilà, j'ai pas encore pu aller le voir, mais voilà, donc. Voilà, j'irai le voir très bientôt. Et je pense que ma vidéo sera postée après que je l'aurai vu parce que le temps de faire le montage. Et là justement, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, parce que j'ai eu des problèmes avec le téléphone, ça a plusieurs fois coupé et du coup, je ne sais plus ce que j'ai dit et ce que dans les différentes. Donc, je risque peut-être un peu de me répéter. Voilà. Voilà donc, en tout cas là je veux partager une théorie au sujet du film Les Nouveaux Mutants. Et ce qu'il y a, c'est que ma théorie, dès que je vais voir le film, je vais voir si je suis tombé juste ou non. Et comme ma vidéo sera montée qu'après que j'ai vu le film, je pourrai aussi ne pas la poster si je vois que je me suis trompé. Mais là je le dis de suite, je posterai la vidéo, que je me sois trompé ou non. Voilà, je serai dans l'authenticité.
C'est pour partager ma petite expérience, ma petite théorie. Alors voilà, ma petite théorie, elle est en rapport à un rêve que j'ai fait. Un truc assez curieux. Et un rêve que j'ai fait avant de savoir que le film Les Nouveaux Mutants allait être tourné. Alors, ça fait longtemps que je rêve que Walt Disney récupère, ou que Marvel Studios plutôt récupère les droits sur les X-Men. Et c'est vrai que je me disais que ça allait être dur quand même, le rebootage était obligé, mais que ça allait être dur pour le grand public. Et justement, une nuit, alors que le film Les Nouveaux Mutants n'était pas annoncé, je fais un rêve dans lequel j'apprends que Marvel Studios a récupéré les droits sur les X-Men, et qu'au lieu de faire un nouveau film X-Men, il faisait un film Les Nouveaux Mutants. Voilà, c'était ça que j'avais vu. Et en plus, dans mon rêve, c'était bien le titre en français qu'on avait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à plus traduire les titres, comme là, on voit The New Mutant. Dans mon rêve, c'était bien Les Nouveaux Mutants, le titre. Bon, c'est vrai que là, on peut très bien penser que je mens, mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi, j'ai envie de partager mon petit témoignage, et voilà, j'avais fait ce rêve. Et ceux qui me suivent, je pense qu'ils me feront confiance, et ceux qui me font pas confiance, c'est pas grave, j'ai rien à prouver à personne, j'avais juste envie de partager cette expérience. Voilà, donc j'avais fait ce rêve, comme quoi Marvel Studios, après avoir récupéré les droits des X-Men, pour pas de suite mettre en scène les X-Men, commencer avec les Nouveaux Mutants au lieu de commencer avec les X-Men. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans les BD, il y a d'abord les X-Men, et après il y a la relève des X-Men qui sont les Nouveaux Mutants. Et en fait, dans mon rêve, la stratégie de Marvel Studios consistait, vu que la saga X-Men au cinéma était très fraîche, dans mon rêve, on apprenait que pour pas heurter, comment dire, pour pas lasser le public qui a un souvenir trop frais de la saga X-Men de la 20th Century Fox, ben, que Marvel Studios choisissait d'utiliser les personnages des mutants à partir de la version des Nouveaux Mutants. Et du coup, j'apprenais, dans mon rêve, j'avais cette info qui me parvenait en voyant, je sais pas, une bande-annonce, quelque chose, je sais plus quoi. Et en tout cas, on apprenait que le but, c'était, dans cette version-là, dans la version Marvel Studios, les Nouveaux Mutants n'étaient pas la relève des X-Men, puisque les X-Men n'étaient jamais apparus dans la continuité de Marvel Studios. Et c'est juste qu'en fait, dans le film Les Nouveaux Mutants tel qu'il était annoncé dans mon rêve, donc c'est là qu'on découvrait l'apparition des mutants. Et du coup, les Nouveaux Mutants qui dans la BD succèdent aux X-Men, dans la version cinéma tel que c'était dans mon rêve, étaient les premiers mutants qu'on découvrait. Mais c'était du coup nouveau. Du coup, le terme les Nouveaux Mutants avait une certaine logique. Et dans mon rêve, je comprenais qu'ils allaient bien développer les Nouveaux Mutants avec les personnages qu'on avait dans les BD Nouveaux Mutants en chamboulant un peu la continuité puisqu'ils apparaissaient avant les X-Men, et que quand les gens allaient oublier un peu les X-Men faits par la Fox, ils allaient lancer les X-Men après les Nouveaux Mutants. Voilà, c'est ce que mon rêve avait annoncé. Puis après, il y a eu... j'ai appris que la 20th Century Fox allait faire un nouveau film mutant, mais au lieu de continuer avec un X-Men, il faisait les Nouveaux Mutants. Mais comme c'était toujours la 20th Century Fox, j'ai pas percuté qu'il pouvait y avoir une connexion avec mon rêve, comme si mon rêve serait prémonitoire. Bon, on pense ce qu'on veut des rêves prémonitoires, voilà, mais c'est l'expérience que je voulais partager. Mais après, du coup, comme la 20th Century Fox a été rachetée par Walt Disney, puis maintenant que ce film sort quand même, et là, je ne l'ai pas encore vu, et là, tout d'un coup, je me dis, mais si mon rêve est prémonitoire, même si à la base, dans les plans de la 20th Century Fox, c'était une suite à la saga des X-Men, et si certaines modifications ont pu être faites pour que les X-Men qui sont censés avoir eu leur aventure avant ne soient pas mentionnés, pour que une saga puisse commencer avec les Nouveaux Mutants. Et si, selon le succès du film, Marvel Studios pouvait décider de l'inclure à sa chronologie et de justifier que c'est l'apparition des mutants. D'ailleurs, j'ai appris que le réalisateur Josh Boone
quand il a fait son projet pour la 20th Century Fox, il voulait faire une trilogie. Et le réalisateur espère toujours que malgré le rachat par Walt Disney, il puisse faire sa trilogie. Alors c'est peut-être ça qui va se passer en fait. Peut-être qu'au bout du compte, ce film-là est plus ou moins indépendant. Il est indépendant en fait, a priori, il n'est pas estampillé Marvel Studios, il n'y a pas écrit Marvel Studios dessus sur l'affiche. De toute manière, il n'a pas été tourné par Marvel Studios. Mais Marvel Studios peut très bien décider après coup de l'inclure au Marvel Cinematic Universe s'il n'y a rien de contradictoire avec le Marvel Cinematic Universe. Et si justement certains retouches dans le montage ont pu gommer les références aux X-Men, ça peut être la première apparition des mutants et la suite pourrait, si ce film marche et que les deux suites sont faites, il pourrait directement l'intégrer à la continuité du Marvel Cinematic Universe et du coup les deux suites seraient estampillées Marvel Studios. Celle-là ne pourrait pas puisqu'elle n'a pas été tournée par Marvel Studios, mais peut très bien être par la volonté de Marvel Studios être intégrée à leur Marvel Cinematic Universe. Voilà, donc c'est ma petite théorie, c'est que c'est que mon rêve est peut-être prémonitoire. Alors, et que ça va peut-être se passer. En tout cas, ça me plairait bien. Alors, au sujet des rêves prémonitoires, c'est vrai que ceux qui me suivent savent que, outre le fait que je suis un artiste, je suis aussi un philosophe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est dans la philosophie, on ne devrait pas du tout être ouvert à la possibilité de l'éventuelle existence d'un quelconque phénomène paranormal. Alors moi, en tant que philosophe, je ne suis pas d'accord avec ça. Pas que je veuille absolument défendre la réalité du paranormal, mais ce qu'il y a, c'est qu'en philosophie, on ne doit avoir aucun préjugé. Alors on doit toujours rester objectif, suivre la raison, et en tentant d'être vraiment objectif dans sa démarche sur le chemin de la raison, en ne se laissant entraver par aucun préjugé. Alors notamment dans le cas de figure que j'évoque, on ne doit pas avoir le préjugé que le paranormal existe, mais on ne doit pas non plus avoir le préjugé que le paranormal n'existe pas. Alors quand j'évoque ça, quand j'évoque ce genre d'argument, on me dit souvent, oui, mais le philosophe, avant d'admettre la possibilité d'une explication irrationnelle, doit toujours d'abord chercher une explication rationnelle. Alors là, voilà, les personnes qui m'ont dit ça, elles ont pas compris, encore une fois, la réalité de la chose, c'est que le philosophe ne doit absolument pas admettre d'explication irrationnelle. Le philosophe ne doit se fier que dans la raison. Il ne doit absolument pas admettre d'explication irrationnelle. Et là, il y a encore un préjugé, c'est que le paranormal serait forcément irrationnel. Alors, le paranormal n'est pas dans les schémas de ce que l'on connaît, de ce que l'on maîtrise, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il soit irrationnel. Et en tout cas, le philosophe, lui, ne doit rien admettre d'irrationnel. Il ne doit se fier que dans la raison. Parce que, si l'on réfléchit bien, tout dans le cosmos s'organise selon une logique purement mathématique. Toute la causalité, l'enchaînement de causes et d'effets s'organise selon la logique, autrement dit la raison, dans les rouages de tout le fonctionnement de l'univers, dans les rouages de la causalité, de l'écriture de l'histoire. Il y a toujours un enchaînement de causes et d'effets logiques qui fait qu'au bout du compte, tout dépend de la raison. Et la raison, elle est dans les fondements de tout. Et c'est parce que la raison est dans les fondements de tout et parce que notre conscience sait écouter la raison que le monde nous est connaissable. Et du coup, on ne peut connaître que par la raison, on ne peut connaître que par le raisonnement. Et du coup, si vraiment un raisonnement me conduisait à démontrer la réalité d'un quelconque phénomène paranormal, puisque c'est un raisonnement qui me démontrerait la réalité de ce phénomène, c'est que le phénomène serait rationnel, c'est-à-dire qu'il relèverait de la raison. Et en plus, puisque tout dans le réel se construit selon la raison, si l'existence d'un phénomène paranormal est avérée, si cette existence fait donc partie du réel,
puisque tout dans le réel se construit sur la raison, c'est que ce phénomène paranormal dépend aussi de la raison. Même si aujourd'hui, notre entendement, c'est notre capacité à comprendre la raison, si aujourd'hui notre entendement nous donne l'impression que ce phénomène est étranger à la raison, il est plutôt étranger à ce que l'on comprend du monde qu'à la raison elle-même. Peut-être qu'il est étranger à la raison, mais tant qu'on n'a pas la preuve absolue de la non-existence de ce phénomène, tant qu'on n'a pas la preuve absolue que ce phénomène est irrationnel, tant que c'est juste qu'on ne le comprend pas, ben, on peut admettre la possibilité que si un jour un raisonnement, une démarche rationnelle nous démontre l'existence de ce phénomène, forcément, ce phénomène, s'il est démontré par la raison, c'est qu'il est rationnel, c'est qu'il relève de la raison. Et si en plus la raison démontre que le phénomène existe, s'il existe, puisque tout dans l'existence dépend de la raison, c'est qu'il est rationnel, c'est qu'il dépend de la raison. Du coup, voilà, il ne saurait rien y avoir d'irrationnel dans l'existence. Tout dans l'existence est forcément rationnel, tout relève forcément de la raison. Après, souvent, les gens confondent la raison avec notre raison. Ça ne veut rien dire, notre raison, c'est notre entendement. Notre entendement, c'est notre capacité à comprendre la raison. Et la raison, c'est ce concept abstrait qui est, autrement dit, la logique, la raison avec un grand R, qui est dans les rouages du cosmos, qui est l'horloge cosmique, si on veut, voilà. Alors justement, là, j'ai une théorie à propos de l'éventuelle possibilité de la connaissance par la divination. Alors, de la connaissance par l'intuition, d'une part, et par la divination. C'est une théorie qui part de l'hypothèse, juste l'hypothèse, je n'affirme pas que c'est vrai, mais ça part de l'hypothèse, et s'il était possible de connaître par l'intuition, voire même s'il était possible de connaître par la divination, comment cela pourrait fonctionner? En respectant la règle que j'ai mise en évidence, que rien ne peut être connu autrement que par la raison, puisque tout dans le cosmos fonctionne sur la raison, puisque tous les rouages de l'univers s'articulent selon la raison, puisque la causalité elle-même, la loi de cause et d'effet, l'enchaînement de cause et d'effet se construit d'un point de vue logique sur la raison, ça veut dire que rien ne peut être connu autrement que par la raison. Donc et c'est justement parce que tout dépend de la raison et parce que ma conscience sait écouter la raison que le monde peut m'être connaissable. Du coup, même si j'admets l'hypothèse de la connaissance par l'intuition, voire par la divination, cette hypothèse, si je l'admets, je l'admets avec une théorie qui la rend plausible par rapport à ma théorie en rapport de la raison déjà. Ma théorie en rapport de la raison qui est dans les fondements de tout. Donc forcément, si l'intuition, voire la divination serait possible, c'est qu'elle relèverait aussi de la raison. Alors c'est-à-dire que, voilà, je peux connaître le monde par la raison, parce que le monde fonctionne par la raison. Comme ma conscience sait écouter la raison, ça me rend capable de connaître un monde qui fonctionne sur la raison. C'est-à-dire qu'en raisonnant, j'écoute la raison. Le raisonnement, c'est une action de ma psyché. C'est une action de ma psyché qui me permet d'écouter la raison et de comprendre comment le monde s'articule et d'accéder aux réponses grâce à la raison. Alors ma théorie, c'est qu'on peut peut-être admettre qu'il n'y a pas seulement le raisonnement au niveau de la conscience. Alors déjà, la conscience n'est pas... il y a deux modes dans la conscience. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente, mais le grand public souvent n'appréhende pas vraiment bien ces concepts. C'est-à-dire que des fois on dit, tu vois tu parles à un de tes amis et tu lui dis tiens, tu penses à quoi? Et là ton pote il te dit ah mais je pense à rien. Et en fait quand tu dis je pense à rien,
ça donne l'impression que le gars, il n'y a rien dans sa tête. En fait, il n'y a jamais rien dans ta tête. Il y a toujours des pensées qui passent. Et en fait, la différence quand on dit qu'on pense à rien et quand on dit qu'on pense, c'est que quand on dit qu'on pense, on est dans la pensée médiate. Et quand on dit qu'on pense à rien, on est dans la pensée immédiate. La pensée immédiate, c'est des pensées fugaces qui traversent l'esprit sans qu'on s'arrête dessus. La pensée médiate, c'est des pensées sur lesquelles on s'arrête. Et quand on est voilà, et le fameux raisonnement que l'on fait, que le philosophe fait, ce raisonnement, on peut l'appeler réflexion. Et la réflexion, c'est donc un raisonnement dans la pensée médiate. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que la conscience a deux modes, donc le mode média, le mode de la réflexion, donc, et le mode immédiat, le mode des pensées fugaces qui traversent la conscience sans qu'on s'arrête dessus. Et quand on fait des tâches de la vie quotidienne en mode plus ou moins automatique, par exemple, quand on apprend à conduire une voiture, au début, quand on apprend à conduire une voiture, on se répète toujours toutes les étapes avec la manette pour changer les vitesses et tout ça. Et on les fait dans la pensée immédiate. Et après, au bout d'un moment, on pourra dire qu'on n'y pense plus, parce qu'on les fait en quasi-automatisme. En fait, on y pense toujours, mais c'est une pensée très très rapide, c'est la pensée immédiate. Voilà, du coup, dans la vie de tous les jours, on passe fréquemment du mode média au mode immédiat de la conscience, et on est même plus souvent dans le mode immédiat, qui nous permet d'être plus optimal, plus rapide, voilà, d'être plus réactif, et c'est un mode quasi instinctif. Alors donc, ma théorie, c'est qu'en réalité, le raisonnement du philosophe, c'est un raisonnement dans le mode média, ça c'est avéré, et je propose d'appeler réflexion le raisonnement dans le mode média. Du coup, le raisonnement dans le mode média serait la réflexion, et là je pars de l'hypothèse que dans le mode immédiat, il y a aussi des raisonnements dont on a plus ou moins conscience. C'est-à-dire qu'on n'en a pas totalement conscience. Dans le mode immédiat, il y a des raisonnements dont on n'a pas totalement conscience, donc des raisonnements immédiats qui permettent de raisonner très vite sans que la conscience se rende compte de toutes les étapes du raisonnement. Et une partie des raisonnements se fait au niveau inconscient, ce qui fait qu'on arrive plus vite aux réponses. Et du coup, si le raisonnement média donne la réflexion, le raisonnement immédiat pourrait donner une juste intuition. Alors, dans le mode média et immédiat de la conscience, la conscience a ce mode média et immédiat. Le mode média de la conscience donne ce raisonnement média qu'on appellera réflexion, et le mode immédiat de la conscience donne ce raisonnement immédiat qui aboutit à l'intuition, qui peut aboutir, d'après mon hypothèse, à une juste intuition. Et là, mon hypothèse, en allant plus loin, c'est qu'il y a peut-être des raisonnements carrément inconscients, des raisonnements qui, du coup, ça serait toujours la psyché qui écouterait la raison, mais pas seulement la conscience. La psyché, c'est plus large que la conscience. La psyché comprend la conscience en mode média et immédiat, et elle comprend aussi l'inconscient. Et donc, mon hypothèse voudrait que, au niveau inconscient, on puisse aussi raisonner sans s'en rendre compte. Et ça serait donc un raisonnement inconscient qui aboutirait à la divination. Donc, voilà. Donc d'après ma théorie, on ne peut atteindre le vrai que par la raison, puisque tout dans le réel s'organise selon la raison. Et ça nous est possible parce que notre psyché peut écouter la raison. Mais notre psyché, ce n'est pas seulement la conscience, il y a aussi l'inconscient. Et déjà dans la conscience, il y a le mode média et le mode immédiat. Alors le philosophe fait appel donc à un raisonnement média, la réflexion, mais on peut admettre la possibilité qu'il soit possible d'atteindre le vrai avec un raisonnement immédiat qui pourrait aboutir à une juste intuition. Et bon, ces deux raisonnements, média et immédiat, sont dans la conscience, et je pousserai la théorie jusqu'à admettre la possibilité que l'on puisse faire aussi un raisonnement totalement inconscient, donc qui aboutirait donc à de la divination.
Alors ainsi, je peux admettre la possibilité que les rêves prémonitoires fonctionneraient comme ça, que on pourrait faire, en admettant la possibilité que les rêves prémonitoires existent, que la psyché raisonnerait donc dans un mode inconscient et nous donnerait les réponses dans le rêve prémonitoire. Et alors, bon, certains pourraient être choqués de l'idée de voir le futur dans un raisonnement, mais a priori, avec un raisonnement conscient, on peut déjà appréhender le futur parce que tout s'articule selon la raison. Par exemple, si on voit un astéroïde qui se dirige vers la Terre par des calculs, donc par du raisonnement, on peut savoir s'il va frôler la Terre ou s'il va rentrer en collision avec la Terre. Du coup, on peut déjà anticiper le futur. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il peut y en avoir plein. Et en fait, ce qui nous manque au niveau conscient, c'est les informations nécessaires pour faire se projeter toujours beaucoup plus loin, en fait, et avec beaucoup plus de précision. Et on peut supposer qu'au niveau inconscient, on puisse appréhender plus de données, en fait, que notre conscience n'arriverait pas à gérer, peut-être. Et du coup, et puis comme toute la causalité s'écrit sur la raison, tout l'enchaînement de cause et d'effet s'écrit sur la raison, du coup, si un raisonnement inconscient, en écoutant la raison de manière optimale, on peut admettre qu'un tel raisonnement pourrait arriver à avoir des projections sur le futur. Et donc, si ce raisonnement se passait pendant le sommeil paradoxal, pourrait donner des rêves prémonitoires. Voilà, c'est une hypothèse. Après, du coup, on pourrait dire que j'ai peut-être fait un rêve prémonitoire. Bon, ça serait visiblement pas le seul, j'ai eu d'autres expériences comme ça qui, à mon sens, se sont avérées, mais de toute manière, je ne considère pas mon expérience comme preuve, puisque moi, dans ma démarche philosophique, c'est le raisonnement pur qui fait preuve et pas l'expérience empirique. Là, je la partage juste à titre indicatif. Et voilà, sinon, oui, donc on pourrait considérer que dans le cas de figure que j'évoque, j'aurais donc fait un rêve prémonitoire au sujet de ce film. Mais après, on peut aussi le voir autrement. J'ai pu juste mon analyse que je fais là consciemment sur ce que pourrait faire Walt Disney pour pas rebooter de suite les X-Men, tout ça. Peut-être que ce raisonnement que je partage là consciemment, je l'ai simplement fait inconsciemment en dormant. Et ce qui m'a qui m'a poussé à faire le rêve du futur que je pourrais avoir envie qui arrive en réalité. Du coup, ça serait pas, dans ce cas-là, un rêve prémonitoire, ça serait juste, du coup, tu peux juste raisonner consciemment pour te dire, tiens, si j'étais à la place de Disney, qu'est-ce que je ferais, plutôt que de rebooter de suite les X-Men, tout ça. J'avais pas consciemment fait cette réflexion, mais j'ai peut-être tout simplement inconsciemment fait cette réflexion. Ça veut dire que dans ce cas-là, ça serait pas un rêve prémonitoire, ça serait tout simplement une théorie que ma psyché aurait fait au mode inconscient, une théorie qui serait logique pour pas que Walt Disney reboote de suite les X-Men et puisse utiliser déjà des mutants sans repartir déjà avec les X-Men. Et du coup, ça serait tout simplement une théorie que j'aurais pu faire consciemment, mais que j'ai faite inconsciemment en rêvant, parce que ouais, c'est une analyse qu'on aurait pu faire, une hypothèse qu'on aurait pu admettre. Donc un raisonnement inconscient, c'est pas forcément voir les rouages de la causalité pour deviner le futur. Ça peut être aussi développer une théorie, du coup, rien qu'en dormant. D'ailleurs, il m'est arrivé de développer des réflexions philosophiques en dormant, parce que je fais assez fréquemment l'expérience de rêve lucide, et des fois je me mets tout simplement à philosopher en dormant en fait. Et après, quand je me réveille, je me mets à écrire, à développer mon argumentation, et voilà. Et du coup, c'est du pur raisonnement, du coup, au bout du compte. Hein. Et du coup, il y a les deux possibilités. Où j'ai fait un raisonnement qui va jusqu'à la compréhension de l'enchaînement de causes et d'effets en écoutant de manière optimale la raison pour deviner le futur. Où j'ai tout simplement raisonné en me disant... qu'est-ce que je ferais à la place de Walt Disney, qu'est-ce qui serait le mieux, etc. Et que ça soit que ce raisonnement soit juste ou non, ça ne veut pas dire que Walt Disney fera les mêmes choix que ce que j'aurais fait moi en fait.
Voilà. En tout cas, je suis assez curieux de voir si Walt Disney, Marvel Studios incluront ce film dans leur continuité. J'aimerais bien qu'ils le fassent. Peut-être qu'après l'avoir vu, j'aurais pas envie qu'ils le fassent, hein. Mais voilà, je voulais partager ce témoignage. En tout cas, sachant que le réalisateur voulait faire une trilogie, j'aurais envie qu'il fasse sa trilogie. Je trouve que ça serait dommage, je me mets à sa place, ça serait dommage qu'il ne réalise pas son projet. Et du coup, ça fait un moment que j'étais plus allé au cinéma, hein, depuis avant le confinement. Et du coup, pour soutenir ce réalisateur dans son projet et, et aussi pour donner une chance à ce film, si jamais il pourrait peut-être être développé avec ces deux suites et être intégré au Marvel Cinematic Universe. Donc je vais donc très prochainement aller voir Les Nouveaux Mutants. Quoi à eux. À bientôt. Quoi eux?